très heureux de vous accueillir. Soyez les bienvenus dans notre émission d'Ado Kids Night, le premier rendez-vous d'aventure de la night. Bip bip, olé. Très heureux de vous accueillir. Nous poursuivons notre émission et nous allons bientôt la clôturer. Dans un instant, voici votre 22h30 aventurier, votre nouveau rendez-vous d'aventure qui va vous proposer un programme incroyable. Restez avec nous, nous allons parler d'un célébrissime aventurier. Alors ne bougez pas, vous êtes bien sur Ado Kids TV, le meilleur de la jeunesse télévisuelle disponible sur vos tablettes, vos smartphones et vos écrans d'ordinateur, et vous regardez avec intérêt le 21h minuit, nouvelle génération Ado Kids Night, le premier rendez-vous d'aventure de la night. Bip bip, olé. Nous sommes ensemble jusqu'à 23h pour ce programme et vous êtes les bienvenus. C'est parti, en route, il est 22h30. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue à vous dans ce 22h30 aventurier. Très heureux de vous accueillir pour de nouvelles aventures. Nous allons poursuivre notre intérêt dans ce 7e numéro avec la suite de l'histoire de Christophe Colomb après avoir parlé de Marco Polo. Hier, nous avions terminé avec la découverte des Indiens. Ce soir, nous allons reprendre notre aventure et comme je vous l'ai dit hier soir, nous allons reprendre au niveau des vicissitudes de l'expédition à Cuba et Saint-Domingue entre le 28 octobre 1492 et le 3 janvier 1493. Le 28 octobre, Colomb accoste sur la grande île indiquée par les Taïnos dans une baie aujourd'hui appelée baie de Barrier. Il donne à l'île aujourd'hui Cuba le nom de Juana en l'honneur de l'infant Don Juan, le fils des rois catholiques. Il pense connaître parfaitement sa position sur le continent asiatique. Se croyant à Cipango, Christophe Colomb lui envoie Luis de la Torre et Rodrigo de Jerez à la recherche du Grand Khan à l'intérieur des terres. Ces hommes et lui-même apprennent à fumer de grandes feuilles sèches, le tabac. Le 12 novembre, les vaisseaux reprennent la mer. Le 23 novembre, Colomb perd de vue la Pinta et accuse Martín Alonso Pinzón d'avoir déserté. En réalité, celui-ci est parti seul à la découverte de ce prétendu Japon tant convoité. Colomb revient à Cuba. On évoque alors devant lui une île située à l'est de Cuba que les indigènes appellent Boyo. Il apparaît le 4 décembre. Le 6 décembre, la Niña et la Santa Maria mouillent dans une baie de l'île de Boyo, actuellement le môle Saint-Nicolas au nord-ouest d'Haïti. Colomb baptise du nom Hispaniola, la Espagnola, l'espagnol, car elle lui rappelle les campagnes de la Castille. Aujourd'hui en français, on appelle cette île partagée entre les États d'Haïti et de la République dominicaine, Hispaniola, mais aussi Saint-Domingue. Les habitants du lieu se montrent plutôt craintifs, pensant que les Espagnols viennent du ciel des relations amicales, se nouent cependant et les marins reçoivent un peu d'ordre. Mais un événement malheureux a lieu au cours de la nuit du réveillon de Noël du 24 au 25 décembre 1492, alors qu'un mousse se trouve seul à la barre de la Santa Maria, au mépris de toutes les règles de la marine, le navire vient s'échouer sur un récif. Le navire est perdu et seule l'aide des Indiens permet de débarquer dans l'urgence la plus grande partie de la cargaison. Colomb doit se résoudre à laisser 39 hommes sur place dans un fortin construit dans la baie de la Nabida, non loin de l'actuelle ville de Cap-Haïtien, avec le bois récupéré sur le navire échoué. Alonso Pinzón rejoint Christophe Colomb le 6 janvier 1493. Il essaie de justifier son départ solitaire en exploration. Colomb, estimant qu'il vaut mieux ne pas se diviser, fait semblant d'accorder du crédit au récit de Pinzón. Longeant les côtes nord de l'île, les deux navires rescapés arrivent dans la baie de Samara.
Ils y rencontrent les cannibales évoqués précédemment. Plus agressifs que les Arawaks, ils déclenchent une escarmouche et Colomb décide de battre en retraite. Mais les marins en ont assez de leur séjour dans ces îles. Ils veulent rentrer en Europe. Christophe Colomb met le cap vers l'Espagne le 16 janvier 1493, aidé par de bons vents plus au nord. Le 12 février, la Pinta, commandée par Alonso Pinzon, disparaît de nouveau lors d'une tempête. Les marins de la Niña prennent peur et prient. Colomb craint de ne pas arriver en Espagne. Pour compter ses découvertes, il consigne celles-ci sur un parchemin qu'il entoure d'une toile cirée et met dans un tonneau qu'il jette à la mer, demandant à celui qui le découvrira de porter le parchemin au roi d'Espagne. 3 jours après, le temps se calme. La Niña s'arrête dans une île de l'archipel portugais des Açores. Il est fraîchement reçu par le gouverneur portugais. Le 18 du mois, le vaisseau repart, mais une nouvelle tempête lui fait perdre son cap. Le 4 mars, Colomb arrive dans l'estuaire du Tage. La nouvelle de sa découverte des Indes s'est déjà répandue. De tout Lisbonne, la population se précipite pour voir les Indiens qu'il a ramenés à son bord. Colomb apprend que la Pinta de Martin Pinzon, qui avait dérivé vers la Galice, est arrivée avant lui au port de Bayona. Jean II, roi de Portugal, demande à voir l'explorateur. Le 9 mars, Colomb est reçu en audience privée. À la fin de l'entretien, le roi affirme que c'est à lui que revient les découvertes de Colomb, en vertu du traité entre le Portugal et la Castille de 1479 et de la bulle pontificale de 1481. Colomb quitte le Portugal le 13 mars pour Palos, qu'il atteint le 15, en même temps que la Pinta, dont le capitaine Alonso Pinzon meurt un mois plus tard. À Palos, Colomb est reçu en héros par la reine de Castille et son époux. Puis il prépare une seconde expédition, beaucoup plus ambitieuse, avec une flotte de 17 navires et environ 1500 hommes, dont 700 colons et 12 missionnaires, ainsi que des chevaux, des bêtes, de sommes et du bétail. Son objectif est de retrouver les 39 hommes qu'il a laissés dans la baie de la Nabida et de fonder une colonie sur Hispaniola, actuelle Saint-Domingue. Durant cette période, la reine Isabelle est confrontée aux problèmes liés aux revendications portugaises et obtient du pape une bulle en sa faveur. Il lève l'ancre le 25 septembre 1493 de Cadiz et suit le même trajet que lors du premier voyage. La première terre qu'il aperçoit 21 jours après avoir quitté les Canaries est une île qu'il baptise Desidereda, la Désirade, tant la vue d'une terre était désirée par les membres d'équipage. Le dimanche 3 novembre 1493, une autre île est en vue, que Colomb nomme Maria Galanda, Marie Galante, du nom du navire amiral. Il débarque le même jour sur la troisième, Dominica, la Dominique. Puis c'est un dimanche, Dies Dominicus, le jour du Seigneur. Le lendemain matin, ils reprennent la mer, vers une plus grande île dont ils ont aperçu au loin les sommets. Colomb décide d'y jeter l'ancre et d'accorder quelques jours de repos à ses hommes. Il la nomme d'abord Calucaera, d'après le nom donné par les Caraïbes, Caluquera, mais elle est ensuite rebaptisée Santa Maria de Guadalupe de Estremadura, aujourd'hui la Guadeloupe, précisément Basse-Terre, pour honorer une promesse faite à des religieux lors d'un pèlerinage, de donner le nom de leur monastère à une île où qu'il s'était faite à lui-même lors des tempêtes de son précédent retour. Puis il repart vers le nord en direction d'Hispaniola. Il aperçoit une petite île qu'il baptise Montserrat, en référence au massif de Montserrat, aux montagnes proches de Barcelone où se trouve l'abbaye de Montserrat. Le 11 novembre 1493, jour de la fête de Saint-Martin de Tours, Colomb baptise Saint-Martin, une île aperçue au large, et une autre petite île aperçue à l'horizon reçoit le nom de Saint-Barthélemy, en référence à son frère Bartholoméo. Le 28 novembre, il arrive à la Nabida, où il constate que le fort est détruit et que les 39 hommes sont morts. Le 2 janvier 1494, il abandonne la Nabida pour fonder la Isabella,
près de l'actuelle ville dominicaine de Puerto Plata. Il passe les 4 mois suivants à organiser la première colonie espagnole du Nouveau Monde, dont Bartolomeo Colón est nommé gouverneur, secondé par Jacobo. Le 2 février, il renvoie en Espagne 12 bâtiments sous le commandement d'Antonio de Torres, à qui il confie un rapport destiné aux souverains catholiques, document qui a été conservé. Le 24 avril, ayant décidé de reprendre une activité d'exploration, Colón part avec ses 3 navires, dont la Niña, vers l'ouest pour, comme l'écrit Morrison, suivre la côte jusqu'au moment où il obtiendrait la preuve définitive du caractère continental de cette terre et si possible prendre contact avec le Grand Khan qui semblait toujours se dérober devant lui. Il suit la côte sud de Cuba jusqu'au 3 mai, puis part vers le sud, atteignant la côte nord de la Jamaïque. Il reprend le 14 l'exploration de la côte sud de Cuba, en naviguant vers l'ouest. À moins de 50 miles du cap Corrientes, Colón décide que Cuba est bien une péninsule du continent asiatique. Il ordonne à tous les hommes qui l'accompagnent de le certifier par écrit et de s'engager à ne jamais affirmer le contraire sous peine d'une amende de 1000 maravedis. Le 13 juin, il s'engage sur la route de retour et en profite pour faire le tour de la Jamaïque. La navigation dans les cailles est difficile. Il est de retour à la Isabela le 29 septembre, malade et déprimé, premier signe d'une dégradation de son état de santé due en grande partie à l'arthrite. À Hispaniola, selon l'expression de Denis Crouzet, un immense désastre a débuté. Les colons exploitent les Indiens en leur imposant un tribut d'or et de coton, et nombre d'entre eux ont été réduits en esclavage. Les mauvais traitements, dont la torture, entraînent une très importante mortalité. Cédant au désespoir, des Indiens se réfugient dans les montagnes, abandonnant leurs activités agricoles. Les rares insurrections sont réprimées sans état d'âme. De retour, Colón déploie toute son énergie pour rétablir l'ordre. C'est en fait le début de la disparition de la population et de la culture arawak dans cette île, puis dans les autres îles des Caraïbes. Colón repart pour l'Espagne le 20 avril 1496, amenant avec lui 500 Arawaks destinés à être vendus comme esclaves, dont 200 meurent au cours de la traversée. Il atteint Cadiz le 11 juin. Cette mise en esclavage d'Indiens et leur transport en Espagne ne sont pas acceptés par les rois catholiques qui font libérer les survivants. Ils considèrent en effet que les indigènes des terres découvertes sont leurs sujets et bénéficient de toute leur protection. Jacques Hirsch voit dans ce désaccord fondamental l'origine de la disgrâce de Colón. Il semble que ce soit après son retour du deuxième voyage que Colón ait décidé de revêtir l'habit des frères mineurs. Il souhaite organiser tout de suite un troisième voyage, mais les rois catholiques sont occupés à défendre leurs intérêts, surtout ceux du royaume d'Aragon. En Italie, où la France, Charles VIII, a lancé la première d'une longue série d'expéditions. Première guerre d'Italie de 1494 à 1497. Ce n'est que le 23 avril 1497 qu'il donne des instructions pour un nouveau voyage. La préparation de ce voyage, affrètement des navires et enrôlement des équipages est longue et difficile. Avant de partir, grâce à la faveur des souverains, Colón établit le 22 février 1498 un majorat en faveur de son fils aîné, Diego. Le 30 mai 1498, les 6 navires commencent leur voyage dans l'Atlantique en passant la barre de Sanlúcar de Barrameda. Colón souhaitant explorer le sud des Antilles, il descend jusqu'aux îles du Cap-Vert, avant de mettre le cap à l'ouest. Cependant, au cours de l'escale de la Gomera, aux îles Canaries, 3 navires commandés par Arana, Carjaval et Giovanni Colón partent directement ravitailler les colons d'Hispaniola. Arrivé aux Antilles, Colón navigue vers le sud-ouest et atteint les îles de Saint-Vincent, de la Grenade, de Trinité et de Margarita. Le 5 août 1498, il arrive à l'embouchure de l'Orénoque, sur la côte de l'actuel Venezuela, où il constate une grande quantité d'eau douce dans la mer. Il en déduira l'existence du continent sud-américain en tant que continent austral inconnu par ses mots.
Et je dis que si ce n'est pas du paradis terrestre que vient ce fleuve, c'est d'une terre infinie, donc située au midi, et de laquelle jusqu'à ce jour il ne s'est rien su. Le 31 août, Colomb arrive à Hispaniola. Cela fait 2 ans et 9 mois qu'il a quitté l'île. Il la retrouve en proie à des troubles graves orchestrés par Francisco Roldán Jiménez, que Bartolomeo Colón, capitaine général et président du Conseil des gouverneurs, n'arrive pas à surmonter. En août 1500, Francisco de Bobadilla, enquêteur royal et émissaire des rois catholiques, arrive sur l'île et fait emprisonner les 3 frères Colomb avant de les renvoyer en Espagne après avoir découvert avec horreur 7 Espagnols pendus aux potences de la place publique de Saint-Domingue. Fin octobre 1500, enchaîné dans la cale, Christophe Colomb débarque à Cadiz, humilié et accusé. Colomb doit attendre 6 semaines d'être libéré et amené à la cour où il reçoit une gratification de 2000 ducats. En décembre 1500, il se rend à Grenade afin de faire réparer l'injustice dont il s'estime victime. Il envoie de nombreux courriers pour appuyer ses revendications, mais en vain. Le 13 septembre 1501, Nicolas de Obando est nommé gouverneur et magistrat suprême des îles des Indes. Il ne reste alors à Colomb que son titre de vice-roi, désormais strictement honorifique, et ses privilèges. Il décide donc de repartir en voyage d'exploration pour essayer de trouver plus loin, à l'ouest des Caraïbes, un passage vers les régions riches des Indes, étant toujours persuadé que Cuba n'est autre que la province chinoise de Manji. Le 14 mars 1502, les souverains donnent leur accord et acceptent de financer l'expédition et lui donnent des instructions précises. La flotte est composée de 4 caravelles pour 140 membres d'équipage, dont une importante proportion de mousses, la Capitana, navire amiral, le Santiago, commandé par Bartolomeo Colón, la Gallega et la Vizcaína. Colomb n'emporte donc aucun ravitaillement pour Hispaniola, que ses instructions lui intimement de ne pas aborder, sauf en cas d'extrême nécessité. Aucun récit exhaustif ne décrit précisément les événements survenus lors de ce 4e et dernier voyage. Il semble en effet que l'amiral n'ait pas tenu de journal. Il est cependant possible que son fils Fernando, alors âgé de 13 ans, ait pris des notes sous la dictée de son père, notes dont quelques éléments figuraient dans le récit qu'il a écrit plus tard. Colomb a écrit après coup une relation abrégée, juin-juillet 1503, destinée au roi catholique parvenu jusqu'à nous. Le départ a lieu le 11 mai 1502. Le 15 juin 1502, il accoste au Carbet, dans l'île de la Martinique. Le 18, il atteint la Dominique et parvient le 24 à Saint-Domingue. Malgré l'interdiction d'aborder à cette île, Colomb y abrite un moment sa flotte, car il pressent l'imminence d'un cyclone tropical. Colomb navigue ensuite jusqu'en juin 1503, le long des côtes de l'actuel Costa Rica. Île Ubita, alors baptisée la Huerta, du Veragua et du Panama. Ce sont des bateaux faisant eau de toutes parts que Colomb fait échouer dans la baie de Santa Gloria, le 25 juin 1503. Les équipages vont y survivre 1 an. Durant ce séjour, Colomb manque de peu de mourir de la malaria, mais il est soigné avec succès par les Indiens. Un Espagnol, Diego Méndez, accompagné de quelques indigènes, bagaille en canoë jusqu'à Hispaniola pour obtenir de l'aide. Mais Nicolas de Obando, qui déteste Colomb, fait obstruction à tous les efforts de sauvetage. Pendant ce temps, Colomb, dans un effort désespéré pour que les natifs continuent à l'approvisionner, regagne leur faveur en prédisant l'éclipse lunaire de mars 1504, à l'aide des tables astronomiques d'Abraham Zacuto. Les secours arrivent finalement à la fin juin 1504. Les survivants repartent pour l'Espagne le 12 septembre 1504 et arrivent le 7 novembre dans le port de Sanlúcar de Barrameda. Voilà, et la prochaine fois, nous allons continuer justement notre aventure, puisque
nous allons parler des derniers instants, des dernières années de Christophe Colomb, bien évidemment, dans notre grande aventure du 22h30 aventurier. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de votre fidélité et de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente soirée sur Radio Kids TV. Dans un instant, le 23h Mobigo pour de nouvelles aventures sur un nouveau réseau de transport en commun à la découverte d'une ville ou d'un village. Merci, salut. Mes petits poussins, mes petits poulets, vous pouvez voir s'afficher sur votre écran les réseaux sociaux, mais aussi le compte YouTube d'AdoKids TV. Commentez, likez sur Facebook et Instagram et abonnez-vous à la chaîne YouTube d'AdoKids TV. Et c'est la fin de notre 21h30 Géo, de notre 22h30 aventurier. Merci à vous de votre fidélité et de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous demain pour de nouvelles aventures. La suite de vos programmes avec le 23h Mobigo vous attend pour la découverte d'un réseau de transport en commun dans une ville. Je vous souhaite une excellente soirée sur AdoKids TV. Merci, salut.